Bonjour, donc toujours dans le cadre de la correction des travaux dirigés de la programmation orientée objet. Donc voilà la correction du deuxième travail dirigé qui porte toujours sur la notion d'encapsulation. Donc la première partie, il s'agit de représenter une classe point, voilà, qui serait caractérisée par son nom, qui est un caractère, et son abscisse de type réel. Donc pour cela, on prévoit un constructeur recevant paramètres le nom et l'abscisse du point, des accessoires et des modificateurs permettant de manipuler les propriétés, vu que naturellement les propriétés sont privées, une méthode affichage pour retourner les informations du point sous forme nom et abscisse entre paramètres, et une méthode translatation qui prend paramètre une valeur réelle et effectue une translatation de notre point. Donc on commence par créer un nouveau projet. Donc TD2, programmation orientée objet. Voilà, donc je vais rajouter une nouvelle classe point. Voilà, donc on déclare nos propriétés, donc char pour le nom et double par exemple pour l'abscisse. Voilà, donc je peux déclarer mes propriétés private, mais sinon le fait de rien mettre comme mode d'accès, ça veut dire que c'est private. Donc par défaut, en C#, les propriétés sont privées. Donc on passe pour la deuxième question. Donc on va concevoir un constructeur qui reçoit en paramètre le nom et l'abscisse d'un point. Voilà, donc public, un constructeur, c'est une méthode assez donc particulière parce qu'elle n'a pas de, comme vous pouvez voir, elle n'a pas de type de retour. Elle a toujours le même nom que la classe. Voilà. Et il nous permet, c'est le mécanisme qui nous permet d'allouer des cases mémoire pour les objets concrets. Voilà, donc je vais donner comme paramètre un nom et un réel. Donc 10.nom égale la valeur du paramètre n et 10.l'abscisse, voilà, égale la valeur du paramètre a. Et voilà. Donc, la deuxième question, on va prévoir des accessoires et des modificateurs pour manipuler les propriétés. Donc, pour les accessoires, alors public, l'accessoire qui va retourner la valeur du nom, donc get nom. Donc, tout simplement, c'est un return 10.nom. Voilà. Donc, l'accessoire qui va retourner la valeur de l'abscisse, donc get, voilà, return 10.abscisse. Voilà, donc pour les modificateurs, donc ça permet de modifier la valeur d'une propriété. Donc cet nom, pour modifier la valeur de la propriété nom, il va prendre en paramètre un caractère. Et je vais mettre tout simplement 10.nom égale le x. Voilà. Cette abscisse pour modifier la valeur de l'abscisse du point, qui est un réel. Et de la même manière, c'est un 10.abscisse qui est égal, voilà, la nouvelle valeur. Donc, puis, on va créer une méthode affichage pour afficher le point sous la forme demandée. Donc, un public,
je veux que ma méthode retourne une chaîne de caractères qui est la description du point sous la forme voulue. Voilà, donc affichage, peu importe le nom. Et je vais faire un return, pardon. Donc 10 points le nom. Je concatène avec une petite parenthèse. Je concatène avec la valeur de l'abscisse. Et je referme ma parenthèse. Voilà, normalement, le tour est joué. Donc, je passe pour la dernière méthode dans cette partie. Donc, la méthode translatation qui prend en paramètre une valeur réelle et effectue une translatation. C'est-à-dire, on va changer la valeur de l'abscisse par la valeur qu'on va recevoir en paramètre. Donc, pratiquement, la méthode ne retourne rien, mais elle prend en paramètre une petite valeur dx, la valeur du déplacement de l'abscisse. Donc tout simplement, on va modifier l'abscisse en lui rajoutant le dx. Et voilà. Et finalement, donc on va tester tout ceci dans un programme principal. D'accord? Donc on va créer un point, on va afficher les caractéristiques, on va essayer de le déplacer, puis on va réafficher de nouveau les caractéristiques. Donc pour cela, je vais me contenter de créer un point dans la méthode main, donc le programme principal ou bien le point d'accès. Donc point P1 égale new point. Notre classe contient un constructeur, un et un seul constructeur. Donc on est obligé de créer notre point en utilisant le seul constructeur qu'on a dans la classe. Donc ce constructeur, il prend en paramètre un nom, par exemple je vais donner la lettre A, c'est un caractère, et une valeur réelle comme abscisse. Donc je vais par exemple mettre 2,5. Voilà donc notre point P1 avec comme valeur le A, voilà comme nom, et l'abscisse, son abscisse c'est moins 2,5. Donc je vais afficher la description dans notre point. Donc il suffit de faire le P1. Je demande la méthode affichage sur mon point P1. Voilà, donc je demande à P1 de s'afficher, c'est-à-dire je demande à P1 de retourner, voilà, la chaîne de caractères suivante. 10 le nom, son nom, donc on remplace lors de l'exécution, on remplace le mot-clé 10 par le point sur lequel on invoque la méthode. Donc ici, c'est comme si on lit P1.nom, plus on concatène avec une petite parenthèse ouvrante, puis P1.abscisse et on ferme notre parenthèse. Voilà, donc on va essayer de tester pour voir. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je vais modifier tout simplement les propriétés pour une meilleure visibilité. Et voilà, donc c'est le A moins 2,5. C'est bon. Donc pour la deuxième partie du TD, donc ce TD c'est parmi les classiques des TD d'encapsulation que vous pouvez éventuellement trouver sur plusieurs sites académiques, peut-être pas sur ce format exactement, mais quelque chose qui ressemble à ceci. Donc pour la deuxième partie du TD, on va essayer de modifier notre classe point pour qu'il puisse représenter des points sur le plan. C'est-à-dire on va rajouter une propriété ordonnée. Donc une valeur pour l'axe des Y. Donc la propriété ou bien l'attribut ordonné, lui aussi c'est un attribut de type réel. Puis il nous demande de rajouter un constructeur à 3 paramètres pour initialiser bien évidemment les différentes propriétés du point qui sont jusqu'à maintenant le nom, l'abscisse et l'ordonnée. Voilà. Donc je vais modifier notre classe point. Je vais rajouter un double ordonné. Pardon. Je vais rajouter un ordonné. Donc je fais juste une virgule, non, point, virgule. Donc j'ai le choix, soit je fais comme ça, ou bien un point virgule,
et je redéfinis le type, puis le nom de ma propriété. Mais ça ne sert à rien. Donc, on va tout simplement déclarer les deux propriétés avec un seul type. Donc, on va rajouter notre constructeur pour le point. Donc, je fournis le nom. Donc, je peux même modifier les valeurs des paramètres. Voilà, B et C. Donc, normalement, ce qu'on doit écrire, c'est 10.nom égale la valeur A, 10. Abscisse égale la valeur B, et finalement 10 points ordonnés égale la valeur C. Voilà, donc cette écriture, il fait l'affaire. On peut créer un point en utilisant le constructeur qui prend paramètre 3 valeurs, une pour le nom, une deuxième pour l'abscisse et la troisième pour l'ordonnée. Mais on peut faire mieux. Donc, si vous pouvez constater que ces deux petites instructions sont les mêmes que les instructions qu'on a déjà dans le constructeur point. D'accord? Donc, je peux faire mieux en réutilisant le constructeur point, le premier constructeur, pour initialiser le nom et l'abscisse. Et notre deuxième constructeur va se contenter d'initialiser juste l'ordonnée. Donc, même si ça, c'est OK, c'est correct, ça marche, ça fait l'affaire. Mais d'une manière plus élégante, on peut réutiliser le code au lieu de le réécrire. Voilà, donc A, B. Donc, je fais transmettre, voilà, et je supprime ces deux instructions. Donc, je fais transmettre à mon constructeur qui prend deux paramètres, la valeur du nom qui est le A, la valeur de l'abscisse qui est le B. Donc, quand on invoque notre constructeur point, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement invoquer, premièrement, la première des choses qu'il va faire, c'est il va invoquer le constructeur de la même classe, 10, c'est-à-dire la même classe, le constructeur de la même classe, d'accord, qui prend deux paramètres, une de type caractère, la deuxième de type réel. Donc notre point, le constructeur qui prend deux paramètres, la première valeur de type caractère, la deuxième de type réel, c'est celui-ci. Donc il va exécuter le constructeur en utilisant 10.nom égale le A, 10.abscisse égale le B. C'est bon? Et ce qu'il nous reste à faire au niveau de notre constructeur, nouveau constructeur, c'est d'initialiser l'ordonnée. Voilà. Donc après, il nous demande d'ajouter à la classe point un attribut couleur, une nouvelle propriété couleur codée par une chaîne de caractères. Donc on va rajouter notre nouvelle propriété de type string. Voilà, couleur. Voilà. On va ajouter également un constructeur à 4 paramètres et un constructeur à 3 paramètres permettant tous les deux d'initialiser la couleur. Voilà, donc public point caractère x double y double z et une chaîne de caractères t par exemple. Donc ce constructeur permet d'initialiser toutes les valeurs de l'objet, c'est-à-dire 10.nom égale le x, 10.abscisse égale le y, l'ordonnée c'est z et finalement la couleur t. D'accord? Donc voilà notre constructeur de 4 paramètres, mais la même remarque qu'on vient de dire pour le constructeur de 3 paramètres reste toujours valable, c'est-à-dire j'ai déjà un constructeur qui prend 3 paramètres, le premier pour le nom, le deuxième pour l'abscisse, le troisième pour l'ordonnée, voilà, qui est celui-ci. Donc au niveau de mon nouveau constructeur, il est toujours préférable d'invoquer, d'accord, le constructeur qui prend 3 paramètres. Donc je vais faire passer le paramètre x pour le nom, y
pour l'abscisse pardon, et Z pour l'ordonnée, pour le constructeur qui prend 3 paramètres. D'accord? Celui-ci, à son tour, il va passer le X, Y pour le constructeur qui prend juste 2 paramètres. Voilà. Donc, c'est une très belle application pour la notion de réutilisation du code. Donc, on réutilise le code qu'on a déjà écrit au lieu de réécrire les instructions plusieurs fois. Les mêmes instructions plusieurs fois. Même si ça marche, les deux solutions sont correctes, sont valables, sont OK. Mais c'est juste que cette solution, donc pour moi, je trouve que c'est plus élégant. Voilà, il nous demande également d'ajouter un constructeur à 3 paramètres permettant d'initialiser la couleur. Donc pour cela, je vais créer un constructeur voilà, qui initialise par exemple le nom, l'abscisse et la couleur. Voilà. Donc on peut toujours réutiliser le code en invoquant pardon, le constructeur qui initialise le nom et l'abscisse. Voilà, celui-là. Donc 2 points, 10, et je peux passer le X, Y, et il me resterait voilà, d'initialiser la couleur au niveau de mon nouveau constructeur. Voilà, il nous demande s'il est possible toujours d'ajouter un autre constructeur aux 3 paramètres. Alors si oui, quelle est la condition? Donc, comme je viens de dire en cours, pour créer et pour redéfinir le même constructeur, bon c'est une surcharge pardon, pour surcharger le même constructeur, d'accord, il faut juste faire attention de ne pas reprendre les mêmes types de paramètres. Donc, je peux rajouter un nouveau constructeur, d'accord, donc, mais la condition c'est que je dois modifier les types de paramètres à passer pour mon constructeur. Par exemple, je vais créer un constructeur qui initialise tout simplement l'abscisse, l'ordonnée et la couleur. Voilà. Donc, 10.abscisse. Malheureusement, ici, j'ai aucun constructeur à invoquer. Donc, on est obligé de réécrire le tout à la main, mais ce n'est pas grave. Donc, 10.couleur qui est égal à C. Et je ferme. Voilà. Donc, on va ajouter les accessoires et modificateurs nécessaires. Donc, pour les accessoires, je vais rajouter un accessoire pardon, pour l'ordonnée. Donc, double get ordonnée. Return 10 point. Voilà. Ordonnée. Et un autre accessoire pour la couleur. Donc, get couleur. Donc, return 10 point couleur. Et voilà. Donc, pour les modificateurs, de même. Donc, je vais rajouter un modificateur qui permet de modifier voilà, l'ordonnée. Donc, égal à. Voilà, et un nouveau modificateur, pardon, donc pour la couleur, qui prend paramètre une chaîne de caractères et qui modifie la couleur. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux méthodes qui nous permettent de faire des transformations usuelles sur nos points, les points éventuellement qu'on peut créer à partir de notre classe. Donc, on va rajouter voilà, des méthodes pour la symétrie axiale, c'est-à-dire la symétrie par rapport à OX, à l'axe OX, et la symétrie par rapport à l'axe OY. Donc, symétrie. Donc, pour
la symétrie par rapport à l'axe OX. Donc la méthode, elle retourne rien, void, symétrie par exemple OX. Donc tout simplement, je vais multiplier l'ordonnée par moins 1. C'est bon? Donc il suffit de multiplier l'ordonnée par moins 1, c'est-à-dire pour avoir une symétrie par rapport à l'axe des x, à l'axe des abscisses, donc le point il garde toujours le même abscisse, mais son ordonnée serait multipliée par moins 1. Donc si on avait un ordonnée négatif, donc on aura la même valeur mais en positif et vice versa. Voilà. De la même manière, donc la symétrie par rapport à l'axe OY, donc il suffit de multiplier l'abscisse par moins 1. Voilà. Donc puis, je m'excuse, donc on rajoute une méthode pour la symétrie centrale, c'est-à-dire la symétrie par rapport à l'origine du repère. Donc, public void symétrie centrale. Donc pour cela, normalement, on doit multiplier et l'abscisse et l'ordonnée par moins 1. Donc normalement, je dois écrire abscisse, voilà, multiplié égal par moins 1. De la même manière, 10 points ordonnés, voilà, multiplié égal par moins 1. Voilà, donc normalement, c'est ce qu'on doit écrire. Voilà, c'est correct, c'est OK, ça marche, il fait l'affaire. Mais on peut faire mieux. Donc si on constate bien, on remarque que cette instruction, c'est exactement la symétrie par rapport à x, c'est-à-dire c'est exactement le traitement que fait la méthode symétrie OX. Et cette instruction, c'est exactement le traitement que fait la méthode symétrie OY. Donc on peut faire la chose suivante. Donc je demande l'invocation de la méthode. Voilà, symétrie OX et 10 points symétrie OY. Voilà, donc au lieu de réécrire le code, je vais le réutiliser. Puis la translatation. Donc, mais cette fois-ci, on va prendre en paramètre un vecteur, c'est-à-dire on va faire translater notre point suivant un petit déplacement pour les abscisses et un autre déplacement pour les ordonnées. Voilà. Donc, on avait déjà une méthode translatation sur l'axe OX. Maintenant, on va faire surcharger notre méthode, c'est-à-dire je vais redéfinir la même méthode mais avec des paramètres différents. Donc, dx pour l'axe des x et dy pour l'axe des y. Et voilà. Donc, même ici, je fais 10 points abscisse plus égal dx et 10 points ordonnés, voilà, plus égal dy. Et voilà. Donc, on peut bien évidemment, donc toujours dans le cadre de la réutilisation du code, donc je peux invoquer la première méthode translatation, en lui fournir tout simplement le dx. Voilà. Donc, si vous arrivez à remarquer que cette instruction, c'est exactement l'instruction, ou bien le traitement que fait la méthode translatation qui prend juste un paramètre, donc on peut tout simplement invoquer la méthode translatation avec, bon, ici c'est juste parce que, donc je vais donner par exemple x et y, donc juste pour ne pas avoir des ambiguïtés. Voilà, donc je vais demander 10 points de translatation, x, la valeur du déplacement suivant le x, voilà, et pour le déplacement de l'ordonnée, donc je vais écrire l'instruction 10 points ordonnée plus égale y.
Voilà. Donc, peut-on créer deux nouvelles méthodes portant les mêmes noms que la symétrie centrale et la translatation, mais prenons en paramètre un point? Alors, si oui, écrire ces méthodes. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut écrire deux autres méthodes qui font la même chose que la symétrie centrale et la translatation, mais qui prennent en paramètre un point? Bien évidemment qu'on peut le faire. Donc voilà, je vais tout simplement faire un copier-coller de la méthode symétrie centrale. Je vais fournir un paramètre de type point, par exemple. Mais ici, je vais demander à P, d'accord? Voilà, de calculer sa symétrie par rapport à l'axe des OX. Puis à P, le calcul de sa symétrie par rapport à l'axe des OY. Ce qui veut dire, je vais demander que mon point P, voilà, exécute la méthode symétrie OX, c'est-à-dire je vais remplacer 10 points P par P, pardon. Donc l'ordonnée de P serait multipliée par moins 1. Puis ici, je vais invoquer la méthode symétrie OY sur P. Voilà. Donc on remplace le 10 par P. C'est comme si je demande à mon point P de multiplier son abscisse par moins 1. C'est bon? Donc j'aurai une méthode symétrie centrale qui prend un point et qui le remplace, d'accord, par son symétrie par rapport à l'origine. D'accord? Donc cette méthode, elle est correcte, elle est OK. C'est juste que c'est une méthode qui n'est pas reliée à un objet. C'est-à-dire, cette méthode, le plus intéressant, le plus important, c'est l'objet qu'on fait passer en paramètre. D'accord? Donc ici, pour être plus logique, je vais déclarer ma méthode statique pour ne pas être obligé d'instancier un objet au niveau du programme principal pour utiliser ma méthode. Donc, je peux utiliser la méthode sur la classe parce que le plus important, c'est le point qu'on passe en paramètre. J'espère bien que vous assimiliez ce point. Voilà, de la même manière pour la translatation. Donc, je vais faire un copier-coller. Laissez-moi juste donc supprimer l'instruction qu'on a de plus. Voilà, donc je vais faire un copier-coller et je vais rajouter un point P toujours en paramètre. Voilà. Donc pour cela, je vais demander à translatation sur le point. Donc je vais invoquer la méthode translatation sur le point P et je vais demander à P, voilà, de rajouter la valeur de déplacement Y à son ordonnée. Donc la même remarque que symétrie centrale reste valable, c'est-à-dire le plus important ici, c'est le point qu'on passe en paramètre. C'est-à-dire ce point va être déplacé par la valeur x suivant l'axe des x et par la valeur y suivant l'axe des y. Donc cette méthode, d'accord, au contraire, d'accord, de cette méthode, il n'est pas du tout rattaché à l'objet. Donc c'est une méthode statique. D'accord? Donc ce qui est logique, c'est de la déclarer statique void translatation. Voilà. Donc, écrire une méthode equals pour tester l'égalité entre deux points. Donc, je vais rajouter notre méthode equals. Voilà, donc c'est une méthode que je vais déclarer avec un type de retour booléen. Elle va prendre en paramètre un autre point et normalement, on va essayer de tester l'égalité de notre point avec le point P passé en paramètre. Donc, deux points sont égaux s'ils ont le même abscisse et le même ordonnée. Donc, if 10 points abscisse égale p.get abscisse et donc 10 points ordonnée est égal à get ordonnée de p. Voilà, donc je retourne vrai. Sinon,
Donc, les deux points ne sont pas du tout égaux et ma méthode va retourner false. Voilà. Et voilà, un problème de parenthèse. Voilà. Ma condition est bel et bien parenthésée, donc ça marche. Donc, juste une remarque. Même avec cette méthode equals, je peux créer une nouvelle variante qui prend paramètre 2 points, d'accord? Et je vais la déclarer statique parce que elle n'aurait aucune relation avec l'objet en cours. C'est-à-dire, c'est même pas la peine de l'invoquer sur un autre objet. Voilà, donc le point get abscisse. Voilà, et de la même manière, donc le deuxième point, que l'on point get ordonnée, qui est égal à p.get ordonnée. Donc voilà, au lieu de tester le point avec le point sur lequel, c'est-à-dire l'objet sur lequel on invoque la méthode, on va faire passer à la méthode les deux points à tester. Du coup, notre méthode serait indépendante, indifférente par rapport à l'objet sur lequel elle est invoqué. Donc, je peux la déclarer statique. Voilà. Donc, pour cela, on va tout simplement essayer de tester ce qu'on vient de faire jusqu'à maintenant avant de passer à la troisième partie du TD. Voilà, donc je vais créer un point P2, new, point, voilà. Donc, je vais lui fournir les valeurs B, par exemple 3.0 et moins 8.2, par exemple. Voilà. Donc, je crée mon point P2 avec le nom, l'abscisse et l'ordonnée. Donc, je vais tout simplement modifier dans la méthode affichage pour que je puisse afficher et l'abscisse et l'ordonnée. Donc, voilà, plus, point virgule. Voilà. 10, point ordonnée. Et voilà. Donc, je vais tester l'affichage de mon objet, console.writeLine, voilà, P2, point, affichage. Et voilà, comme vous pouvez voir, c'est P, B, l'abscisse et l'ordonnée. Donc, on va faire une translation sur notre point en utilisant, par exemple, une valeur de déplacement pour X, tout simplement. Par exemple, donc je vais utiliser la méthode translation qui prend juste un seul paramètre. Et on va reprendre l'exécution. Voilà, après l'affichage du point. Donc, comme vous pouvez voir, remarquer, donc au début, le point, c'est sa valeur des abscisses, c'est 3. Après la translation, donc c'est 5, c'est 3 plus 2. Voilà. Donc, on va faire la même chose et on va donner 2, la valeur de déplacement 2 par rapport à l'axe des X et 4 par rapport à l'axe des Y. Et on réexécute pour voir. Voilà. Donc, B aura comme nouvelle valeur 5 pour les X et moins 4,2 pour les ordonnées, c'est-à-dire la valeur suivant l'axe des Y. Maintenant, on va tester la méthode translation qui prend en paramètre un point. Voilà, puisque c'est une méthode statique, je vais l'invoquer sur la classe point. Donc, au lieu de faire P2.translation, donc je vais fournir P2 en paramètre et j'invoque ma méthode sur la classe. On teste pour voir. Donc, comme vous remarquez, c'est la même, d'accord, les mêmes valeurs, le même résultat. On teste également la symétrie. Donc, P2.symétrie centrale.
et je réaffiche les valeurs. Voilà, donc 3 moins 8,2, après la translation, donc 5 moins 4,2, et après la symétrie, donc moins 5 et 4,2. Voilà. Donc on passe maintenant pour la troisième partie du TD, dans laquelle on va rajouter une nouvelle classe, la classe segment. Donc une classe segment, voilà, serait modélisée ou bien serait caractérisée par deux extrémités qui sont tous les deux points. Donc on va créer la classe segment avec deux propriétés ou bien deux attributs de type point. La première c'est extr1 et extr2 ou bien x1, x2 comme vous voulez. Voilà, qui représente les extrémités du segment sur un axe, bien sur une droite. Voilà, donc on va rajouter une nouvelle classe, la classe segment. Voilà, au niveau de notre classe, on va déclarer deux points, par exemple x1, l'extrémité 1 et xt2. Voilà, il est demandé d'ajouter un constructeur, voilà, qui reçoit en paramètre les deux points des extrémités du segment à construire. Voilà, donc le constructeur c'est public, segment, et je passe les deux points, donc point P1, l'extrémité, la première extrémité, et la deuxième extrémité. Donc pour créer un segment, il suffit de passer de passer deux points au paramètre, au constructeur, pardon. Donc automatiquement, un objet segment serait construit qui est en fait le segment qui relie les deux points. Donc pour cela, 10.ext1, ext1 égale P1. De la même manière, donc, le deuxième point. Et voilà. Donc, ajouter une méthode retournant la longueur du segment. Donc, dans les maths, la longueur du segment, quand on a par exemple deux points A avec x1, y1 et B avec x2, y2, pardon, donc la longueur, c'est la racine carrée de x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, public, il retourne un réel, donc longueur. Voilà. Donc, return. Voilà. Donc, la racine carrée, c'est math.sqrt. C'est la méthode sqrt. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une méthode statique parce qu'on n'a pas été obligé, ou bien on n'est pas obligé d'instancier la classe math pour utiliser la méthode sqrt. Voilà. Donc, la première valeur, c'est-à-dire le x2 moins x1 au carré. Donc, c'est un math.power. Voilà. Donc, x2, c'est l'abscisse de ext2, c'est-à-dire l'abscisse du point ext2. x1, c'est l'abscisse du point ext1. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. ext2 point get abscisse moins ext1.get abscisse, voilà, le tout au carré. Voilà. Donc voilà notre premier membre. Donc c'est x2 moins x1 au carré. C'est bon? Donc plus la même chose. Alors math.power. Donc y2 moins y1, c'est-à-dire l'abscisse, l'ordonnée pardon, du deuxième point, moins l'ordonnée du premier point. Et à la puissance 2. Voilà, et je ferme la racine carrée et je retourne ma valeur. Voilà.
Donc, on va ajouter une autre méthode booléen appartient que je vais passer en paramètre. Pardon, ici c'est juste une petite erreur. Normalement, les paramètres sont de type double parce que ce sont normalement les abscisses et les ordonnées des points. L'essentiel, donc, un booléen appartient qui indique si le point de coordonnées x, y appartient ou non au segment. Donc, toujours dans les maths, pour qu'un point appartient à un segment, donc un point de type, par exemple, donc je vais écrire n'importe quoi. Donc, par exemple, si on a un point A avec x, y, pour que un segment, par exemple, S, dans les extrémités, le premier point, par exemple, de type x1, pardon, coordonnées x1, y1 et x2, y2, voilà. Pour dire que notre point appartient au segment, il faut déjà que le point appartient à la droite, d'accord? Puis que soit x ou y seront dans l'intervalle x1, x2 ou bien y1, y2. Donc, pour qu'un point appartient à une droite, on doit vérifier le déterminant. Le déterminant, dans notre cas, c'est x2 moins x1 divisé par x2 moins x. Ceci doit être égal voilà, donc tout ceci doit être égal à la même chose, mais avec voilà, les ordonnées, c'est-à-dire y2 moins y1 divisé par y2 moins y. C'est bon? Donc pour cela, pour simplifier tout simplement le traitement, je vais créer une petite méthode qui calcule pour trois valeurs x2, x1 et x. Voilà, ce rapport-là et le retourne. Donc je vais créer une méthode publique, voilà, double, qui retourne un réel. Je vais la nommer déterminant. Voilà, qui prend paramètre x1, voilà, bien ABC, donc peu importe les noms des paramètres, c'est, voilà, il suffit de retourner le rapport, donc A moins B divisé par A moins C. Et voilà. Donc, pour notre méthode appartient, donc x et y. Donc, la première des choses, donc on va tester l'appartenance à la droite. Donc, en utilisant, voilà, cette formule. Donc, x2, c'est l'abscisse du point ext2. x1, c'est l'abscisse du point ext1. Donc, tout simplement, je vais faire un if. Voilà. Donc, ext2.get abscisse moins ext1.get abscisse. Voilà. Égal, la même chose. Donc, pour les ordonnées, ext2.get ordonnées moins ext1.get ordonnées. Pardon, c'est ext2.get abscisse moins l'abscisse du point passé en paramètre, c'est-à-dire le x. Voilà. Donc, pour tester l'appartenance à la droite,
Donc, il suffit de tester cette formule, à savoir que x2, c'est l'abscisse de xt2, x1, c'est l'abscisse de ext1, et x, c'est l'abscisse passée en paramètre. Donc, je vais calculer ce déterminant et tester son égalité avec ce déterminant. Donc, je vais faire if déterminant, voilà, et je passe le xt2.get abscisse, voilà, virgule pour le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est le xt1.get abscisse, voilà, et le dernier paramètre, c'est le x. Donc, if déterminant égale la même chose. Donc, je vais faire tout simplement du copier-coller. Et voilà. Donc, get ordonnée. Et xt1 get ordonnée. Et avec le y. Et voilà. Donc, si le déterminant, c'est-à-dire ext2.getAbscisse moins ext1.getAbscisse divisé par ext2.getAbscisse moins x égale le ext2.getOrdonnée moins ext1.getOrdonnée divisé par ext2.getOrdonnée moins y. Donc, dans ce cas, dans ce cas, on va tester l'appartenance au segment, c'est-à-dire le point, il appartient à la droite, mais je dois être certaine qu'il appartient également au segment. Donc, pour cela, if ext2.getAbscisse, il doit être supérieur ou égal à x, et ext1.getAbscisse doit être inférieur ou égal à x. Voilà, alors return true. Voilà, else return false. Donc, je peux écrire les choses d'une manière plus simple. Donc, je vais rajouter cette condition ici. Voilà. Voilà, return true. Sinon, dans tous les autres cas, donc soit qu'il n'appartient pas à la droite, ou bien qu'il appartient à la droite, mais qu'il n'appartient pas au segment. Donc, dans tous les autres cas, voilà, on retourne false. Je crois qu'on a un petit problème de parenthèse. Et voilà, c'est bon. Donc, voilà notre méthode appartient. Donc, il nous demande de réécrire la méthode appartient, donc d'ajouter notre méthode qui s'appelle toujours appartient, mais cette fois-ci qu'il prend un point. Voilà, donc c'est la même chose. Donc, au lieu d'écrire xy, on va tout simplement invoquer les accesseurs pour avoir les valeurs de x, voilà, de l'abscisse et de l'ordonnée du point P. Donc, au lieu de x, je vais mettre p.get abscisse. Et de même ici, p.get abscisse. Et au lieu d'écrire le y, c'est un p.get ordonnée. Voilà. Donc, à la fin, on va ajouter une méthode affichage qui affiche les informations d'un segment sous la forme d'une chaîne de caractères. Donc, par exemple, le segment d'extrémité, le point avec l'abscisse moins 35, l'ordonnée 8, et l'autre point avec 44 et 8 toujours, pour être transformé en la chaîne de caractères. Voilà, donc on va afficher segment entre crochets, d'accord, les deux points. Voilà, avec la petite extrémité est toujours indiquée à gauche. Voilà, c'est simple. Donc, je vais faire public string, affichage, voilà.
et je retourne. Donc, segment, segment avec un crochet. Donc, je rajoute l'affichage, voilà, xt1 point affichage, l'affichage, d'accord, du premier point. Donc, plus un point virgule, plus ext2 point affichage, voilà, et je ferme mon crochet. Voilà. Et on va aller au programme. Voilà, donc j'ai mis en commentaire tout ce qu'on vient d'écrire. Donc on va créer, donc j'ai créé déjà des points pour aller plus vite. Donc le premier point A avec l'abscisse 2 l'ordonnée 3, le point B avec l'abscisse 6 l'ordonnée 5. Donc je crée un nouveau segment S en utilisant le P1 et le P2. Donc voilà, ici on a vraiment, d'accord, donc on touche vraiment à l'aspect interaction objet, d'accord, dans le site de programmation orienté objet. Donc, on fait que notre objet segment utilise deux autres objets P1, P2 pour se créer. Voilà, donc ici, on va tout simplement afficher la longueur du segment via la méthode s.longueur segment. Je crée un nouveau point P3, je le nomme C avec 3,5. Donc, je fais de sorte que C appartient, c'est-à-dire qu'il appartient au segment, d'accord, créé par P1, P2. Après, donc, est-ce que ça appartient à S? Donc, on affiche true or false. Donc, voilà pour tester. Donc, pour la longueur du segment, donc c'est la racine carrée de 6 moins 2, c'est-à-dire la racine carrée de 4 au carré plus 2 au carré. Voilà. Et est-ce que ça appartient à S? True. Voilà. Donc, on peut modifier la valeur, par exemple, ici. Donc, je vais faire moins 25, par exemple. Pardon. Donc, dans le point, c'est 1 moins 25, par exemple. Voilà. Et on voit que notre point C n'appartient plus au segment S. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il faut démontrer.